Nous avons chacun notre propre perception de la réalité. Il suffit parfois de faire un pas de côté pour faire évoluer le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. C'est ce qui m'a conduit à créer le podcast Il y avait une fois. Je suis Sophie et je partage avec vous mes découvertes et mes rencontres pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre et questionner votre point de vue. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Nous faisons parfois l'association entre certains concepts, comme par exemple ressentir les émotions serait un signe de faiblesse, prendre soin de soi serait égoïste, ou encore accepter signifierait se résigner. Cela affecte notre manière dont nous nous comportons, dont nous interagissons avec les autres et même dont nous pensons. Or, le monde est fait de nuances. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir François Bourgognon, psychiatre et psychothérapeute, instructeur et formateur en méditation de pleine présence. Il est formé aux thérapies comportementales et cognitives et à la thérapie d'acceptation et d'engagement. Il est l'auteur de nombreux ouvrages dont Nuances, 15 distinctions essentielles pour avancer sur le chemin d'une vie qui a du sens, paru aux éditions First. À travers ces 15 distinctions, il explore des nuances subtiles mais essentielles qui, mises à nu et dans leur juste définition, nous permettent d'y voir enfin plus clair et d'avancer au mieux sur le chemin d'une vie qui a du sens. Bonjour François, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, avec plaisir. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir écrire sur les nuances ? L'idée du livre Nuances, en fait, elle est venue du constat que qu'en consultation avec mes patients, en fait, je m'entends souvent finalement éclaircir des concepts qu'on a tendance à confondre et qui peuvent nous mettre finalement, enfin cette confusion peut nous mettre en grande difficulté parce que elle va nous mettre en porte-à-faux avec notre lecture de ce qui se joue, soit au niveau du fonctionnement mental ou soit dans notre compréhension de la réalité. Et donc, je me suis dit que ça serait sûrement une bonne idée finalement de reprendre un petit peu toutes ces nuances que je discute souvent avec mes patients. Et voilà, donc j'ai listé comme ça une quinzaine de concepts à distinguer qui me semblent être les plus immédiats, voilà, et qui résultent à la fois de mon expérience en tant qu'être humain et puis aussi en tant que clinicien, donc à travers les consultations que je peux mener. Et quelle est la différence entre contrôler et agir sur ? Je trouvais ça intéressant justement quand vous l'abordiez en introduction. Oui, mais disons qu'on est dans une époque. Alors, on a une tendance à vouloir tout contrôler, hein, mais de par notre nature, mais on est dans une époque qui appuie fortement sur cette tendance-là, et on voit bien que en fait tout doit être sous contrôle. On ne supporte pas bien de ne pas avoir de prise sur ce qu'on vit. Et le moindre inconfort est souvent interprété comme ou vécu comme inacceptable ou insupportable. Et effectivement, ça c'est c'est une distinction qui est fréquente aussi, de se dire il y a une différence entre contrôler et agir sur, parce que on peut bien évidemment dans notre vie, il y a des choses sur lesquelles on peut agir et d'autres pas. Et si on cherche à contrôler l'incontrôlable ou à éviter l'inévitable ou à résoudre l'insoluble, eh bien non seulement on ne peut que faillir, mais on perd beaucoup d'énergie. Cette énergie, généralement, elle renforce la négativité de ce qu'on vit et elle est perdue pour la mettre au service de ce qui est important pour nous. Donc c'est une quadruple peine. Et donc, bien évidemment, en arrière-plan, il y a la notion d'acceptation active, en fait, hein, par rapport à cette distinction. C'est-à-dire que dans l'acceptation active, entendue comme faire avec ce qu'on peut éviter ou changer, et arrêter de chercher à contrôler l'incontrôlable. Et justement, dans votre ouvrage, vous dites que nous pouvons choisir au lieu de subir. Oui, Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? oui, c'est exactement dans le prolongement de ce que je viens de dire, en fait, parce que quand je suis mu par des réactions qui sont dans une logique de contrôle de l'incontrôlable ou d'évitement de l'inévitable,
eh bien, je suis mu par des stratégies qui sont totalement inopérantes, contre-productives, en porte-à-faux avec la réalité. Et finalement, très souvent, la première idée qui nous vient, c'est pas qu'on se trompe de stratégie, mais c'est qu'on se bat pas assez fort, en fait. Et c'est comme ça qu'on peut s'enfermer dans des comportements de lutte ou d'évitement, en étant convaincu que c'est la voie, mais en fait que si on n'y arrive pas, finalement, c'est nous qui sommes pas à la hauteur, et on a vraiment le sentiment profondément de subir ce qu'on est en train de vivre et d'être en faillite totale. Alors que quand on arrive à essayer de se poser 2 secondes et d'essayer de regarder la réalité bien en face et d'accepter aussi de faire un peu de place aux émotions que la réalité suscite en nous et au fait d'être remué, et essayer justement de pas être emporté dans des confusions de concepts ou dans des réactions à l'emporte-pièce. À ce moment-là, on arrive à clarifier notre vision de ce qui est en train de se jouer et on retrouve une possibilité de choix. Et donc du coup, ça implique aussi nécessairement que l'on soit en mesure aussi de faire avec. Il y a des choses qui nous déplaisent, mais pas parce que ça nous éclate, mais parce que c'est incompressible, incontournable, et que si on veut pouvoir continuer à avancer dans la bonne direction, eh bien, il va falloir qu'on embrasse une certaine dose d'inconfort et que cet inconfort-là, totalement inévitable. Et c'est vrai que je rebondis sur ça, je le vois notamment, enfin, dans ma vie d'avant, je traitais beaucoup de contentieux, de conflits, et c'est vrai qu'on le voit. Les gens ont toute une stratégie et s'embourbent, en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est comme une voiture qui s'embourbe dans la boue et ça y va et ça continue, ça continue. Tout à fait. Et c'est vrai que là, c'est intéressant de faire appel justement à des professionnels. Peu importe après la problématique, là, ça justement, on se dirige vers les bonnes personnes, mais pour justement sortir un petit peu, prendre de la hauteur, quoi, sur la situation. Tout à fait. Alors en psychopathologie, parce que donc moi je suis psychiatre, donc l'exemple le plus typique aussi qu'on retrouve, c'est une forme de lutte contre nos émotions, alors que le fait d'être donc c'est-à-dire on cherche vraiment à soit à résoudre, soit à éviter le fait d'être remué, alors que c'est inévitable quand on est un être humain et que nos émotions font partie du fonctionnement psychologique normal. Et donc on dit que les personnes qui sont vraiment enfermées dans cette logique-là sont pris au piège dans les sables mouvants de la souffrance. Pourquoi? Parce que, en fait, donc c'est une métaphore qui consiste à dire que quand on est dans des sables mouvants et que on commence à s'enfoncer, qu'on panique complètement, on se débat. Et quand on se débat, on a l'impression sur le coup que ça nous aide à nous élever un peu au-dessus des sables, mais au final, on s'enfonce encore plus. Et quand on en est là, on se débat, on a l'impression que ça nous aide, mais on s'enfonce encore plus, on panique complètement. Si on connaît pas le truc, finalement, la première idée qui nous vient, c'est pas qu'on se trompe de stratégie. La première idée qui nous vient, c'est qu'on se débat pas assez fort. Et c'est comme ça qu'on va s'abîmer dans des efforts de lutte qui se retournent complètement contre nous en étant convaincus que c'est la voie et finalement que si on n'y arrive pas, c'est le signe qu'on n'est pas à la hauteur. Ouais, c'est vraiment des cercles vicieux. Et puis pour l'estime de soi, c'est pas terrible, effectivement. Tout à fait, tout à fait. Et justement, dans notre propre cheminement, que peut nous apporter concrètement, et vous en avez un petit peu parlé, la présence, l'acceptation et l'engagement? C'est trois grands axes, comment dire, pour moi, 3 ressources absolument incontournables. Et dans cet ordre-là, d'ailleurs, présence, acceptation et engagement. La présence, c'est ce qui va nous permettre de regarder la réalité bien en face et de pas tout de suite être emporté dans des réflexes de lutte ou d'évitement avant même de savoir ce qui se joue en fait. C'est-à-dire c'est souvent ça le problème, c'est que on est très souvent emporté par des réflexes de refus par rapport à ce qu'on vit et on part tête baissée dans la lutte avant même de savoir si ça a un sens de lutter ou pas. Donc le premier bon pas. Et c'est probablement le plus difficile à faire parce que quand on vit quelque chose de difficile, voire de chaotique, la dernière chose qu'on a envie de faire, c'est de pas bouger. C'est-à-dire que les réflexes et les vieilles habitudes paraissent beaucoup plus séduisantes, mais la vraie bonne idée, bon, sauf bien évidemment quand on doit faire face à une situation d'urgence vitale, mais ça n'arrive quand même pas si souvent. Donc la plupart du temps, on peut quand même essayer de prendre un tout petit peu le temps de regarder ce qui est en train de se jouer. Donc vraiment, voilà, arriver à se stabiliser attentionnellement dans l'observation de ce qui est en train de se jouer et discipliner sa capacité à ne pas se faire emporter par ses réflexes. Voilà, essayer d'être vraiment dans un temps d'observation pour pouvoir faire la part des choses entre voilà ce sur quoi je peux agir et ce avec quoi il faut faire. L'acceptation,
Ça va être, alors quand on parle d'acceptation, surtout dans un référentiel psychothérapique, on parle avant tout d'acceptation émotionnelle en fait, hein, c'est-à-dire accepter finalement d'être traversé par des expériences qui sont pénibles, mais qui ne sont pas dangereuses. C'est-à-dire le fait d'être triste, en colère, angoissé. Ce n'est pas agréable, mais ça fait partie du fonctionnement psychologique normal et ça nous donne des informations sur ce qu'on vit, ça nous aiguillonne aussi pour nous adapter à ce qu'on est en train de vivre. Donc moi j'aime bien dire que nos émotions c'est un peu comme les voyants sur le tableau de bord d'une voiture et que quand un voyant s'allume, la bonne stratégie c'est pas de débrancher le fil de l'ampoule pour éteindre le voyant, même si on trouve que c'est pénible. En fait la bonne stratégie c'est bien évidemment de prendre en compte l'information qui nous est délivrée par le voyant pour pouvoir ne pas tomber en panne et agir dans un sens qui est protecteur pour notre voiture. Et nos émotions, c'est exactement la même chose pour nous. Mais sous prétexte qu'elles sont très souvent désagréables, on a tendance à les considérer comme un problème en soi et à ne pas vouloir les vivre et finalement à être dans des stratégies qui ressemblent à débrancher le fil de l'ampoule. Donc l'acceptation, c'est ça, c'est ne plus chercher à débrancher le fil de l'ampoule et essayer d'accuser réception du fait que les voyants s'allument. Et puis l'engagement, ça va être de continuer à faire ce qu'il y a à faire et de pouvoir aussi embrasser ce avec quoi il faut faire et de continuer d'avancer du mieux possible dans cette réalité-là en direction de ce qui est important pour moi. Voilà, présence, acceptation et engagement. C'est au cœur d'un modèle psychothérapique voilà, sur lequel je suis très spécialisé, qui s'appelle la thérapie d'acceptation et d'engagement, qui s'inscrit dans le prolongement de l'approche méditative en santé et qui est un modèle psychothérapique qui appartient à la grande famille des thérapies comportementales et cognitives et qui a démontré qu'elle était efficace pour tous les troubles psychologiques, mais ça dépasse même le cadre des troubles psychologiques parce qu'en fait, ce que je suis en train de raconter, je pense que ça peut parler à tout le monde dans la mesure où on parle du fonctionnement psychologique face à l'adversité. Et donc, on n'a pas besoin d'être malade pour s'éveiller à ces notions, à cette approche, et essayer de mettre en application ces enseignements, ce que moi j'ai fait pour moi et ce qui a radicalement changé ma vie. Ouais, je confirme moi aussi. Et pourquoi peut-on avoir tendance à suivre ce que le langage nous dit alors que notre expérience nous hurle le contraire? J'ai adoré ce passage, cette phrase, parce que je me suis dit, mais c'est exactement ça. Ouais. Ben oui, disons, on parle de fusion au langage en fait, c'est-à-dire qu'on a tendance à acheter tout ce que nous dit le langage ou tout ce que nous disent nos pensées en fait. Hein. Donc on dit qu'on fusionne avec nos propres pensées ou avec du langage. Parce que le langage, en fait, c'est à la fois un super pouvoir et à la fois c'est une malédiction. Alors un super pouvoir, pourquoi? Parce que ça va nous permettre de pouvoir apprendre plein de choses et d'éviter plein de problèmes sans avoir besoin de faire l'expérience directe des problèmes. Par exemple, on est tous très contents qu'on nous ait expliqué depuis qu'on est tout petit que les champignons rouges à point blanc, il faut pas les manger. Et on n'a pas eu besoin d'en faire l'expérience pour le savoir. Donc ça c'est très bien parce que voilà, le langage c'est un super pouvoir pour ça parce que d'un coup ça va très rapidement, ça va nous permettre d'apprendre des choses et voilà, on n'a pas besoin de ni de s'abîmer ni de se blesser pour le faire. Mais parce que ça marche si bien, parfois on a tendance aussi à suivre ce que nous dit le langage alors que ça nous raconte n'importe quoi, mais alors n'importe quoi. Et donc du coup on va parfois suivre des pensées ou des instructions qui sont totalement inopérantes, et on voit bien que ça marche pas, mais on va continuer de les suivre parce qu'on a tendance finalement à suivre ce que nous dit le langage. Donc c'est un axe de thérapie très intéressant aussi, c'est de pouvoir remettre nos pensées à leur place de pensée, c'est-à-dire quelque chose que je peux écouter, mais je peux aussi ne pas. C'est-à-dire je peux choisir ma direction et mes actions indépendamment de ce que me dit ma tête ou des instructions que l'on peut me donner. Et donc du coup reprendre la main par rapport à ça, c'est-à-dire faire le choix de suivre le langage quand j'estime que c'est pertinent et être capable de choisir ma direction indépendamment de mes pensées ou voilà, de ce que j'ai pu acheter comme vérité quand je pense que ça m'emmène dans le mur, quoi. Et c'est vrai qu'il y a cette notion aussi finalement, c'est ce que vous disiez aussi, de revenir en soi, mais vraiment de se recentrer en quelque sorte aussi. Parce que pour pouvoir avoir le discernement
justement de faire qu'est-ce que je choisis de retenir et de pas retenir, de mettre de côté, pas mettre de côté. Ça demande quand même aussi de mettre un peu d'espace et de faire un peu d'espace aussi à l'intérieur de soi, donc Tout de à revenir fait. en soi. Tout à fait. Pour vous prendre un exemple, c'est un exemple que je prends souvent, mais qui je trouve parle bien. C'est l'exemple qui consiste à dire, moi, depuis que je suis tout petit, à chaque fois que je rate quelque chose, je me dis que je suis nul. C'est vrai. Mais il y a une différence entre rater quelque chose et être nul. Mm. Et il y a une différence entre avoir la pensée je suis nul et être nul. Mm. Mais si j'y prends pas garde et que à chaque fois que ma tête me dit je suis nul, je l'achète comme une vérité absolue, eh bien, je vais me comporter en conformité avec cette pensée, je vais me décourager, baisser les bras, et je vais finir par valider ma pensée, puisque je ne vais plus fournir aucun effort pour progresser, et devenir véritablement nul. Donc, tout l'enjeu, c'est juste de reconnaître ce pli de l'esprit. C'est un exemple, hein, Oui, mais mais qui est c'est très reconnaître parlant. ce, Mm. voilà, reconnaître ce pli de l'esprit, parce que c'est des trucs qu'on se raconte depuis qu'on est tout petit, donc c'est devenu Mm. du réflexe de pensée en fait. Mm. Donc en fait, c'est savoir que quand je me sens en échec, ma tête me dit ça, mais c'est pas parce que cette pensée s'allume que je suis obligé de l'écouter et que ça va s'allumer. C'est-à-dire, en plus, quand je rate quelque chose, en plus, ma tête me balance quelque chose de pas sympa. Mais si j'en ai conscience, eh bien, je vais laisser ma tête me dire ça, mais moi, je vais orienter mon attention et mes actions en cohérence avec ce qui est le bon chemin. Le bon chemin, c'est peut-être de persévérer pour essayer d'accomplir ce dans quoi je me suis engagé. Ouais, complètement. Et justement, parmi les concepts que vous évoquez dans votre ouvrage, j'avais envie de revenir sur un qui, je trouve, est très parlant, qu'on trouve aussi beaucoup dans les relations, justement. Il y a celui selon lequel un désaccord n'est pas un désamour. Pourquoi peut-on faire justement l'amalgame entre désaccord et désamour? Pour au moins deux raisons. La première, c'est que on a tendance à penser que si on dit non aux autres, les autres vont se vexer ou se sentir rejetés. Et alors en particulier, ça c'est une problématique qui touche en particulier les personnes qui vont avoir ce qu'on appelle des schémas d'orientation vers les autres, hein, c'est-à-dire qui ont tendance à penser que ils doivent d'abord s'occuper des autres avant d'eux-mêmes, et que c'est coupable de s'occuper de soi ou de ne pas répondre à une demande des autres. Mais bon, parfois les autres nous font des demandes auxquelles véritablement on ne peut pas accéder, ou alors il va falloir qu'on se mette en difficulté pour y répondre. Donc c'est très important à un moment de considérer que ce n'est pas un désamour que de parfois dire non, c'est simplement que parfois les autres nous font des demandes auxquelles et on peut pas répondre et où on peut faire le choix parfois simplement de dire non à certaines demandes, même si on peut y répondre, mais parce que on estime qu'il y a quelque chose de plus important pour nous qui mérite notre attention et notre énergie, et que ça, c'est pas un rejet en soi ou un désamour. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est probable, les gens n'aiment pas qu'on leur dise non. Globalement, les gens n'aiment pas qu'on leur dise non, et donc ils vont avoir tendance aussi, peut-être pas tous, mais pour certains, à essayer justement d'utiliser certains leviers qui vont être des leviers un peu de culpabilisation ou de victimisation, en disant pourquoi tu me dis non, si tu me dis non c'est que tu m'aimes pas, ou que pour essayer d'obtenir un oui. Donc voilà, si on n'est pas capable à un moment de discuter un petit peu tout ça et de nuancer un petit peu tout ça, on peut très vite faire l'amalgame entre des accords et des amours et se retrouver pris au piège parfois des confusions, dans une sorte de brouillard qui nous emmène finalement à nous détourner de ce qui est important. C'est vrai que je rebondis juste sur ce que vous souhaitez finalement transmettre, c'est vraiment cette notion de choix en fait, vraiment Absolument. d'accompagner les gens sur le fait qu'ils ont ce libre arbitre justement, ils ont la possibilité de choisir. Tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils viennent consulter un psy, ont le sentiment que ils sont défaillants. Ils sont défaillants, il y a quelque chose qui va pas, et oui, c'est eux intrinsèquement qui sont pas bien, ou qui sont pas à la hauteur. Et en fait, tout l'enjeu, c'est aussi de cheminer vers l'idée qu'en fait, ils ne sont pas défaillants, mais ils sont pris au piège dans des comportements qui se retournent contre eux, parce qu'il y a peut-être une lecture qui n'est pas en phase avec la réalité. Et moi, plus ça va, plus je conceptualise mon rôle de psychothérapeute comme vraiment le fait de redonner
en tout cas, vraiment d'augmenter les possibilités de choix. À partir du moment où une personne va me dire, écoutez, je pense que j'y vois beaucoup plus clair. Et maintenant, je choisis de répondre ça, même si moi, je suis pas nécessairement d'accord avec le choix. Si c'est le choix de la personne et qu'elle y voit clair et qu'en conscience, elle estime qu'elle doit faire ça, pour moi, j'estime que le job est fait. Voilà. Alors après, bien entendu, je ne parle pas de troubles qui vont nécessiter un traitement médicamenteux, où là, on est vraiment sur des abords plus psychothérapiques. Mais pour moi, l'enjeu de la psychothérapie, c'est de retrouver une possibilité de choix dans des situations où on se sent complètement en faillite et en grande partie parce qu'en fait, on est dans le brouillard le plus total. Et quel message aimeriez-vous transmettre à nos auditeurs? Peut-être que il faut éviter de chercher des recettes toutes faites pour être heureux parce que on a beaucoup d'ouvrages de développement personnel qui nous enjoignent d'être heureux en 3 étapes ou de devenir la meilleure version de nous-mêmes en 10 leçons. Bon, ce que je crois, c'est que, ce dont je suis convaincu et certain, c'est que la vie, en fait, est continuellement changeante. Notre vie, ça s'apparente plus à une navigation sur des eaux et des courants changeants et avec une météo et des vents changeants plutôt qu'à une progression sur une route en ligne droite. Hein. Donc en fait, voilà, pour bien naviguer, il faut être en permanence attentif au courant, à la météo, être capable aussi de respecter le pouvoir de la météo, d'être capable de connaître aussi quel est le cap et d'orienter nos voiles et de pouvoir, c'est une danse en fait, de danser en permanence avec les événements, la météo, de mettre son énergie là où on a une prise et de continuer d'avancer du mieux que l'on peut dans la réalité du moment, dans la bonne direction. Et parfois, la météo est tellement exécrable que le mieux qu'on puisse faire, c'est juste essayer de trouver une crique et de plus bouger et de pas aggraver notre cas en continuant à tout prix à chercher à maîtriser ce qui ne dépend pas de nous. Donc c'est peut-être ça le message moi que j'aimerais transmettre, c'est parce que voilà, on est vraiment à une époque où le développement personnel est très 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 en vogue et très à la mode et on a du mal finalement peut-être à tout démêler. Peut-être qu'un bon indicateur, c'est déjà de pas acheter des recettes toutes faites parce que ça se saurait, mais ça continue de proliférer dans les rayons, des méthodes, voilà. Et c'est vrai que je rebondis par rapport alors forcément, ça me parle le bateau parce que je suis passionnée de navigation, mais en soi, c'est vrai que finalement, c'est aussi accepter ce qui est. En fait, ça revient à ce que vous disiez en début d'interview. C'est accepter ce qui est. C'est qu'à un moment donné, bon, ben voilà. Et j'allais dire après la pluie, le beau temps, manière de parler, mais mine de rien, c'est ça aussi, quoi. Oui, très souvent, la notion d'acceptation, elle est mal comprise. Hein. On entend si j'accepte, c'est que je suis d'accord avec, ou si j'accepte, c'est que je baisse les bras. Et c'est pas alors en tout cas en psychothérapie, c'est pas du tout dans ce sens-là qu'on va l'utiliser. Et quand on vit quelque chose de difficile, en fait, moi je le dis parfois, je le dis comme ça, je trouve que ça parle bien. Quand on vit quelque chose de difficile, très souvent notre premier réflexe, et moi le premier, c'est de dire non, je le veux pas, je le refuse. Non, je le veux pas, je le refuse, et de se crisper sur une attitude de refus avant même de savoir ce qui se joue et si on peut intervenir. Et en fait, ça peut paraître subtil et en même temps, c'est un changement d'orientation mentale radical. C'est de sortir du non, je le veux pas, je le refuse à quelque chose du style bon, ok, ce qui est en train de se passer, ça me déplaît fortement, mais c'est là. Comment je vais pouvoir faire avec ça? Et comment je vais pouvoir avancer avec ça? Et à partir de là, on reprend la main. C'est là où on change, où on revient à cette idée de choisir sa réponse au lieu de subir la réalité. Exactement. Donc, c'est ça. Et quel serait votre mot de la fin pour clôturer notre échange? C'est 3 mots, en fait. C'est toujours les mêmes. Présence, acceptation et engagement. Parce que, où je disais tout à l'heure, c'est un peu comme une danse. Voilà, la vie, c'est un peu comme une danse. Et pour bien danser sa vie, il faut connaître quand même quelques pas. Et pour moi, les 3 pas de base, c'est cela. Présence, acceptation et engagement.
Et c'est marrant parce que je rebondirais juste sur la danse. Moi, souvent, quand je parle de la relation, c'est comme une danse aussi, parce que selon le pas que fait notre interlocuteur, en fait, ça se répond et c'est finalement la même chose. Donc, je trouve que la métaphore, elle est très juste, ouais. Totalement. En tout cas, un grand merci, François. C'était vraiment intéressant. Et j'invite les auditeurs, de toute façon, il y aura le lien sous ce podcast, mais à découvrir votre ouvrage que j'avais trouvé vraiment très intéressant, Nuances, et donc les 15 distinctions essentielles pour avancer sur le chemin d'une vie qui a du sens, qui est paru aux éditions First. Un grand merci encore. Merci beaucoup. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous dans 2 semaines. À bientôt!